Bonjour, bienvenue dans Point de Vue. On attend vos questions, vos réactions, vos commentaires. C'est parti pour 50 minutes de débat. Nous reviendrons d'abord sur cette journée d'hier particulière, une espèce de précipité de l'actualité avec la cérémonie en hommage au colonel Beltrame, aux Invalides, et quelques heures plus tard, la marche blanche pour Mireille Knoll. Nous y reviendrons avec cette question. Face à l'islamisme, face à l'antisémitisme, l'union nationale est-elle impossible ? Nous parlerons aussi d'intelligence artificielle. Un sommet sur le sujet se tient aujourd'hui à Paris. Des propositions, de l'argent, mais encore beaucoup de questions sur notre avenir. Dites-nous si ces perspectives vous inquiètent. Avec nos seuls QI pour le moment et peut-être l'aide d'une calculette, nous nous interrogerons aussi sur nos futurs impôts. Le prélèvement à la source est pour dans moins d'un an. La polémique, elle, n'a pas attendu. Le sujet devient très sensible pour le gouvernement. Enfin, et c'est peut-être un sujet voisin, nous tenterons de répondre à cette grave question. Doit-on pouvoir déshériter ses enfants ? La loi ne le permet pas aujourd'hui en France. Doit-elle évoluer ? L'affaire Johnny Hallyday est évidemment en toile de fond. Bonjour Nicolas Bavret. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, avocat, essayiste. Vous signez un article cette semaine dans l'Express sur le crépuscule de l'Occident. La couverture de l'Express d'ailleurs est intitulée « L'Occident est-il fichu ?» On va parler de tout ça indirectement. Bonjour Christophe Devoogd, vous êtes historien, professeur à Sciences Po de rhétorique et des idées politiques. Vos deux derniers ouvrages, c'est « Où va la démocratie ?», un ouvrage collectif paru chez Plomb l'an dernier, et « Réformer, quel discours pour convaincre ?» à la Fondapol. Bonjour Emmanuel Rivière, bonjour. Directeur de l'Institut Cantar Public, vous enseignez la communication politique. Et bonjour Sylvain Courage, vous êtes rédacteur en chef à l'Obs. L'Obs qui titre cette semaine sur « Qu'est-ce qu'un héros ?», avec des contributions de Jean-Noël Jeannet, Michel Vieux-Vorka, Boris Cyrulnik. Oui, on a fait notamment pencher quelques intellectuels sur l'héroïsme qui a été le thème de la semaine et qui est beaucoup frappé à travers l'exemple évidemment du gendarme. Eh bien, écoutez, on va en parler de tout ça. La parenthèse des Invalides a été de courte durée. La polémique s'était même ouverte avant l'hommage au colonel Beltrame, avec des accusations de naïveté portées contre le gouvernement. La polémique, elle s'est ravivée aussi hier soir lors de la marche blanche pour Mireille Knoll, victime d'un meurtre dont le caractère antisémite a été retenu par le parquet. Alors, avant d'en parler, on va voir qu'une femme, elle, n'a voulu retenir que l'élan de solidarité et de communion nationale autour de son fils. C'est la mère d'Arnaud Beltrame. On écoute Nicole Beltrame, elle était ce matin l'invitée de RTL. C'était, je dirais, époustouflant et la République était vraiment présente. C'était merveilleux, tout corps confondu. C'était un élan de solidarité, de communion, j'ai envie de dire, autour d'Arnaud et c'était extraordinaire. Un élan très important, presque international et je les remercie du fond du cœur. Avant de lancer le débat sur le fond, déjà sur la forme, le discours d'Emmanuel Macron, Christophe Devoogd, vous l'avez trouvé comment ? Vous l'avez jugé Du point de vue technique, formidable. C'est vraiment un chef-d'œuvre de rhétorique, au sens noble du mot de rhétorique. Et je pense qu'il a très bien travaillé ce que faisait moins François Hollande, qui était beaucoup plus dans le pathos. Lui, pour reprendre les vieilles distinctions, était beaucoup plus dans l'éthos, c'est-à-dire les valeurs. Peut-être qu'il pourrait davantage développer, mais c'est ça l'objet de la politique, et c'était peut-être pas le moment de le faire. Les mesures précises qu'il compte prendre pour combattre l'hydre, comme il l'appelle. Ça marquera un tournant, ce discours, Nicolas Bavret, si vous... Et je le dis à cette jeunesse de France qui cherche sa voie. Apparemment, on a... Non. Eh bien, Nicolas Bavret, déjà votre jugement sur ce discours ? Le discours a été très bon. Je crois qu'on peut dire aussi que celui de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale a aussi, je crois, marqué, puisqu'il a été unanimement salué par l'ensemble des députés. Et donc, c'est vrai que c'est la première crise. Il se trouve qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est un tournant de son quinquennat, puisqu'il a à la fois la première crise sociale et une première crise avec un acte de terrorisme important. Et donc on a cette balance d'abord entre un attentat épouvantable, l'assassinat de Mireille Knoll qui est également un acte épouvantable, et de l'autre côté l'héroïsme du colonel Beltrame. Et donc c'est vrai que les uns et les autres ont essayé de faire dominer la partie positive, qui nous rappelle quand même que précisément la démocratie n'est peut-être pas finie et l'Occident n'est pas voué à la décadence si on a encore des gens qui sont capables de croire suffisamment à la dignité
et à la liberté pour donner leur vie pour elle. Simplement, derrière, l'union nationale est compliquée. Pourquoi ? Parce que, d'abord, l'intensité de la menace est très grande. Ensuite, il y a une particularité de cette menace terroriste, c'est qu'elle était à la fois extérieure et intérieure. Donc, ce n'est pas seulement un ennemi extérieur. Justement, et la troisième chose, c'est la durée. Ouais. C'est-à-dire que depuis 2015, la France est quand même le troisième pays le plus touché par les victimes de terrorisme en dehors des zones de guerre. Et donc, c'est très difficile d'avoir le maintien d'une union nationale sur une durée aussi longue et avec cette particularité que c'est une menace intérieure et extérieure. Justement, on a reproché à Emmanuel Macron d'avoir dit à l'automne la guerre contre Daesh est terminée. C'était faire preuve de naïveté à ce moment-là, Sylvain Courage ? Oui, il parlait peut-être du théâtre extérieur, des opérations en Syrie, quand Daesh s'est effondré, mais évidemment l'ennemi de l'intérieur qu'il a bien désigné. C'est la différence avec François Hollande qui avait été plus prudent, c'est qu'il a désigné, et puis il a utilisé une métaphore, l'hydre islamiste. Donc il a été très fort dans les mots. L'Union nationale, elle est aussi, alors elle était réelle hier, mais il y a eu aussi des dissensions politiques, puisque le président a été durement attaqué par la droite, par Laurent Wauquiez, qui n'a d'ailleurs pas suivi par l'ensemble de son camp, mais qui donc dispute autour de la politique à conduire, la politique sécuritaire. Et donc on voit bien que derrière l'Union nationale, derrière les valeurs qui ont été exaltées, il y a quand même un débat politique qui risque d'être furieux si les attentats reprennent et si ces menaces continuent à se concrétiser. On va le voir. Je vous donne la parole, Emmanuel Rivière. Juste pour préciser, on a un sondage Odoxa demain dans le Figaro qui montre que les Français sont largement favorables à de nouvelles mesures d'exception. À 61%, ils disent oui, il en faut. Il y a donc effectivement cette volonté de besoin de fermeté qui s'exprime aussi. Il y a une préoccupation pour le terrorisme qui ne fait que croître dans les sociétés européennes d'ailleurs, pas qu'en France, mais également en Espagne, en Allemagne, en Grande-Bretagne, ces sociétés qui ont été également marquées par des attentats d'ampleur, et le sentiment effectivement qu'on n'en fait pas assez et qu'il faut en faire davantage, qui pose question parce qu'on voit bien que ce qu'est la demande implicite, sous-tendu d'ailleurs par parfois la rhétorique politique, c'est l'idée qu'on puisse empêcher ça. Ce qui est normal, hein. On a envie d'empêcher des actes avant qu'ils soient commis. Mais en même temps, ça n'est pas normal. En fait. Une conscience que le risque zéro n'existe pas non plus. Pas tant que ça. Oui, la conscience, elle existe, que le risque zéro n'existe pas. D'ailleurs, je viens d'y penser en entendant Sylvain Courage. L'image de l'hydre, elle est très parlante, parce que l'hydre a comme caractéristique que quand on coupe une tête, elle repousse. Mais tout en disant ça, les Français sont dans une espèce d'attente et peut-être d'illusion qu'on puisse empêcher les choses avant qu'elles ne se produisent, ce qui me semble un peu en contradiction, sans en être spécialiste, avec le mode opératoire où finalement on a un terrorisme d'improvisation, de gens qui passent à l'acte sans que ce soit forcément décelable. Christophe Devox sur ce point, juste, et puis après on parlera de la marche blanche. Risque zéro, il y a aussi beaucoup de rhétorique là-dedans. L'Union nationale ne veut pas forcément dire approbation de gouvernement, hein, on joue un petit peu sur les mots. Et je voudrais rappeler, parce que c'est curieux, on ne le rappelle jamais, et notamment la droite, qui n'est pas très forte en rhétorique, comme vous le savez, ne le rappelle jamais. Je vous rappelle qu'au moment de l'affaire Mera, qui était quand même la toute première, on a très vite attaqué Nicolas Sarkozy, on a tout de suite attaqué le RAID en reprochant au RAID d'avoir tué Mohamed Merah, et tout le monde a oublié cette polémique instantanée à l'époque. Ça m'amuse beaucoup de voir les mêmes qui donnent maintenant des leçons d'unité nationale. La deuxième chose, c'est le risque zéro. Alors là, je parle sous contrôle du sondeur, mais dans le sondage, là, sur un autre sondage, ou peut-être le même, les Français savent qu'il n'y a pas de risque zéro. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on limite au minimum, et qu'ils ont l'impression que c'est une question de probabilité en fait. Donc prenons des mesures pour que la probabilité tende vers zéro. Mais évidemment, il n'y aura jamais de risque zéro. Et là aussi, c'est de la rhétorique, puisque personne, dans la classe politique, je n'ai entendu personne dire on va vers le risque zéro. D'autre part, inversement, quand on accuse le gouvernement de laxisme, de je ne sais plus quoi, de naïveté, eh bien c'est encore de la rhétorique. C'est-à-dire, vous savez, ça s'appelle la stratégie de l'homme de paille. C'est-à-dire que vous prêtez à l'autre un discours qu'il ne tient pas. Et c'est très efficace, vous lui prêtez des propos ridicules en fait. Mais je crois qu'il serait temps justement d'en sortir.
Alors, on va parler un tout petit peu aussi maintenant de la Marche Blanche, puisque c'était hier soir, la polémique est née du fait que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen avaient dit qu'ils iraient, ils y sont allés, alors que le président du CRIF, vous y étiez, vous allez nous en parler, le président du CRIF avait dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus. On va écouter Alexis Corbière, député de la France Insoumise, qui répond à ce qu'il appelle les insultes et ce qu'il estime intolérable. On l'écoute. Alors ce qui a eu lieu, je tiens à préciser, une quarantaine de personnes, des militants d'extrême droite, d'une organisation groupusculaire qui s'appelle la Ligue de défense juive, ils l'ont d'ailleurs revendiqué sur Twitter, ont fait ce coup de force en nous insultant. On le voit dans votre reportage, enculé, PD, Mélenchon PD, un homme face à moi m'a dit collabo d'arabe. Voilà le niveau des insultes qui ont été dites devant beaucoup de vos confrères. C'est intolérable des insultes homophobes, c'est intolérable des insultes à connotation raciste. C'est une tâche sur cette manifestation. On va lancer le débat. Juste avant de commencer, on voudrait écouter également Alain Finkielkraut, le philosophe. Il était également à la Marche Blanche hier et notre journaliste Arthur Berda l'a interviewé. On l'écoute. C'est terrible. Il y a une grande manifestation, les gens sont unis, juifs et non-juifs, et on ne retiendra que les hurlements de ces imbéciles. Je suis très critique à l'égard de Mélenchon, mais ce n'est pas une tribune politique. Et vient ici qui veut. Il ne s'agit pas de faire la police de la manifestation. Si des gens sont bouleversés par la mort de cette femme, eh bien, ils ont le droit de venir le manifester silencieusement. Et rien n'autorise à rompre ce silence. Rien. Or, il a été rompu. Nicolas Bavray, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et d'autres avaient toute leur place dans cette manifestation. Je crois que ce qui vient d'être dit par Alain Finkielkraut est absolument juste. C'est-à-dire que c'est effectivement une femme qui a été assassinée dans des conditions épouvantables. S'il y a une émotion, des élus qui veulent venir manifester et lui rendre hommage, il n'y a aucune raison de les insulter. Alors derrière, c'est un peu la même chose que pour le terrorisme. Donc le problème du terrorisme, c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'État islamique a été battu au Levant, mais il se restructure avec des groupes armés et on est en première ligne au Sahel, et il se restructure comme un réseau social au sein de nos sociétés. On en a vu le résultat. Il est bien vrai qu'en France, on a une nette résurgence de l'antisémitisme depuis plusieurs années, que cet antisémitisme a changé de nature et qu'il est clair qu'il y a eu une sous-estimation grave, et sur le plan intellectuel, et sur le plan politique, et sur le plan sécuritaire de ce qui se passait. Ça s'inscrit dans une logique générale de fracture de la société française, des fractures communautaires, des fractures sociales, des fractures territoriales, des fractures générationnelles. Et il est bien vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde finalement, ça avait été dit par les victimes de Mohamed Merah, moi ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que finalement c'était quand même des actes d'une gravité exceptionnelle, avec des enfants abattus à bout touchant dans une école, le caractère était évident et finalement a été extrêmement peu relevé, et il y avait eu, j'allais dire, une solidarité et un hommage que je trouve très en dessous de la gravité de ce qui s'était passé à l'époque. Donc maintenant on le sait, mais là encore il faut avoir une politique de fond, si vous voulez. Le fait qu'il n'y ait plus un enfant juif dans les écoles publiques en Seine-Saint-Denis, c'est insupportable. Le fait que ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu Madame Halimi avant, il y a des gens aujourd'hui au cœur de Paris qui sont menacés. Il y a eu des manifestations où on a crié de nouveau mort aux Juifs au cœur de Paris. De fait, la République ne doit pas laisser faire ça. Christophe Devock, vous étiez dans cette marche hier. Oui. Alors, dites-nous. Vous étiez personnellement insulté personne. Il y avait même une mobilisation des chercheurs de Sciences Po, donc à l'initiative de Marc Lazare. Mais moi, j'y étais de toute façon avant même cela, parce que ça me paraît tellement naturel et évident. Et je suis arrivé juste au moment où Mélenchon est rentré dans le cortège. Alors je peux vous garantir qu'il y a eu traitement égal, si j'ose dire, et dans les deux cas scandaleux, et de Marine Le Pen et de Mélenchon. C'est-à-dire qu'ils ont... Ce que disait Alexis Corbière sur les insultes. Oui, mais elle aussi, elle en a eu autant. Donc moi, je crois que la communauté juive, comme on dit, je n'aime pas d'ailleurs l'expression, là fait, en tout cas le CRIF a fait une erreur. Car il faut décommunautariser justement ce qui s'est passé. Il faut justement montrer que c'est quand on tue un juif, on tue un Français. Point barre, si j'ose dire, avec l'aggravation de l'antisémitisme, mais qu'il ne faut surtout pas donc isoler et dire
comme on l'a entendu, comme on l'a lu, moi ce qui m'a horrifié, je réagis un peu à ça, émotion dans la communauté juive. Mais c'est pas possible. Émotion dans la communauté nationale. Et ça, je crois qu'il faut tenir cette ligne. Et le CRIF a eu peut-être un peu tort de vouloir faire jouer le tri entre les bons ou les mauvais manifestants. Les gardiens. Sylvain Courage, je voudrais donner quelques réactions et puis vous aurez la parole immédiatement après. Michael Yoav qui nous dit l'esprit de Daniel Knoll. Daniel, je pense que c'est Mireille, enfin bon, Daniel permet de réunir la communauté juive. Le CRIF a manqué son opportunité. Chacun peut faire des erreurs. Point de suspension. Et le fils, Christian, qui nous dit le fils de Monsieur Knoll, de Madame Knoll, a dit aussi que le CRIF n'était pas bienvenu politiquement. Enfin, des commentaires sur les fichiers S, mais on y reviendra après. Pardon. Oui, Sylvain Courage. C'est que la meilleure réponse a été apportée par le fils de la victime qui a eu un message tout à fait juste en disant qu'il ne fallait absolument pas communautariser, que la Ligue des étudiants juifs s'était montrée sectaire et que tout le monde pouvait pleurer sa mère. Donc voilà, il a ouvert la porte, il a ouvert les bras à tout le monde. Une question un petit peu peut-être plus provocante, mais est-ce que finalement on a vu là, la justice effectivement a retenu le caractère antisémite de l'acte supposé, enfin du meurtre. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant une espèce de surenchère? Il y a vu, la justice avait beaucoup tardé dans Sarah Halimi, là où à peine, enfin quelques heures ou jours après, on dit oui c'est bien antisémite. Est-ce qu'on ne passe pas d'un extrême à l'autre? On peut avoir l'impression qu'elle corrige le tir par rapport effectivement au crime dont a été victime Mme Halimi, par rapport aussi à tous ces crimes qui n'ont pas vraiment attiré de réaction collective. Alors du point de vue collectif c'est très bien, parce que c'est un crime odieux, mais c'est vrai que maintenant il va falloir établir les faits. Et c'est toujours compliqué de la justice est un peu sous pression là. L'intention antisémite dans un crime qui est parfaitement odieux. Et apparemment il y a eu des propos qui permettent de l'affirmer. Parce qu'il y a deux, mais qui vont être quand même, c'est toujours très compliqué. Oui, donc non, il reste une enquête quand même à mener. Oui. Justice sous pression, Emmanuel Rivière. Dans ce type d'affaires aujourd'hui, c'est tellement éruptif. Si je ne dis pas de bêtises, ce sera une cour d'assises. D'ailleurs, qui retiendra in fine sur la base d'un débat qui va durer plusieurs jours, et avec un risque d'ailleurs que si la circonstance aggravante n'est pas retenue, on s'en scandalise alors qu'il y aura une cour qui faudra délibérer de la manière la plus apaisée possible. Est-ce que ce n'est pas symbolique d'effectivement du caractère très sensible de cette question? De toute façon, tout ça est très symbolique, tout ça est très sensible et tout ça est essentiel. Parce que je crois qu'il ne faut pas oublier que l'objectif du terrorisme, de ce terrorisme-là en particulier, mais en fait de beaucoup des terrorismes, c'est pas de faire le maximum de morts, c'est de créer au sein des sociétés qu'elles touchent les antagonismes, les divisions, de mettre du sel sur les fractures et de dresser les uns contre les autres, et en gros de provoquer dans la société qu'elles touchent les réactions qui, à rebours, justifient ces actes, au moins chez une partie de la population. Ça a été théorisé et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la question de l'unité nationale, elle est essentielle. Elle est toujours une illusion. Pour le coup, en tant que sondeur, je suis assez bien placé pour savoir qu'il y a de très rares cas où il y a une unité nationale qui est constituée. Mais cette illusion a une fonction très importante. Il faut qu'à un moment, la majorité porte une voix très forte et dominante pour dire quelles sont nos valeurs, ce qui fait socle, et d'une certaine manière, pour répondre à la question qu'évoque votre ouvrage, M. Babrez, c'est qu'est-ce qui fera notre sursaut et notre survie. Mais unité nationale, moi je trouve que vous avez tout à fait raison, doit se faire autour des valeurs, de notre définition, etc. Et là, il y a un discours d'Emmanuel Macron qui manque. Certains disent, mais finalement, on n'a pas eu le... Moi, je l'ai dit à cette table à plusieurs reprises, bien avant cette affaire. Je pense que quand on pense que le président est gardien des institutions, la laïcité est une des institutions majeures de la République, c'est dans la Constitution, il faudra, et il le fera. Il le fera parce que, je dirais, il le fera parce que je pense que c'est un homme de morale, et puis en plus parce qu'il sera bien obligé de le faire, politiquement. Tout simplement, il faudra qu'il... Et comme il a prouvé hier qu'il sait faire un excellent discours, si on avait besoin... Mais ça fait plusieurs fois qu'il fait des discours celui-là était bien émotionnels. Mieux. Il était bien mieux que les autres, parce que d'abord, il était plus bref. Vous savez qu'il avait une petite tendance à être un peu long et être un peu répétitif. Hier, il était particulièrement... on ne va pas rentrer dans la technique, c'était un petit chef-d'œuvre. Et je pense en plus qu'il était profondément sincère, ce qui, comme disait Aristote, est la condition d'un discours réussi. Dans cette même ordre d'idée, je voudrais qu'on aborde
le sujet de la venue d'imams français, d'imams algériens en France pour le ramadan. C'est prévu, le ramadan commence mi-mai, et donc une centaine d'imams algériens vont venir seconder ou épauler pour les cultes musulmans. Jeannette Bougrab, l'ancienne secrétaire d'État, qui s'élève aujourd'hui dans le Figaro, dans une interview, elle dit « On fait preuve d'un angélisme déroutant dans cette affaire. On nous rebat les oreilles avec l'islam de France et on fait venir des imams algériens. » Une réaction là-dessus, Nicolas Babré. Elle a raison, Jeannette Bougrab, de souligner cette espèce de contradiction. Elle a raison de le souligner, mais c'est l'éternel problème justement de l'absence d'islam de France. On sait qu'une difficulté, alors ça n'existe pas dans le monde chiite, mais dans le monde chiite, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de hiérarchie. Et par ailleurs, au moment du Ramadan, donc on sait que la communauté musulmane française est sous tutelle de 3 pays, le Maroc, l'Algérie et la Turquie pour l'essentiel. Et au moment du Ramadan, ces 3 pays en profitent de fait pour envoyer des prédicateurs qui sont aussi, j'allais dire, des représentants de leurs nations respectives. Donc ça souligne une nouvelle fois la nécessité de fait d'organiser cette imam de France. Et c'est vraiment un problème qui sera de plus en plus important parce qu'on voit très bien, je rappelais par exemple pour la Seine-Saint-Denis, on voit que les salles de prière s'organisent autour notamment des établissements d'enseignement. Donc il y a quand même aujourd'hui une forme de salafisation d'une partie de la population française. Et il faut être très clair, on doit y répondre par une stratégie globale. Évidemment, le sécuritaire ne peut pas tout, mais il faut qu'il y ait une part de sécuritaire sérieuse dans cette stratégie globale. Un commentaire là-dessus sur le... Et par ailleurs, il faut respecter l'état de droit, évidemment. Oui, il faudra bien les sélectionner, si on a notre mot à dire, quand même. Parce que là, on est pris en flagrant délit de contradiction, vous voyez, et il faut absolument, besoin d'imam ou pas besoin d'imam, c'est quand même pas absolument indispensable, sans doute, d'en avoir autant. Il faut en tout cas que la France ait son mot à dire sur leur choix. Parce que ce ne sont pas seulement des imams sous contrôle d'un État étranger. On sait qu'en Algérie, les tendances les plus radicales de l'islam sont en train de monter en force à nouveau. C'est ce que relève Jeannette Bougrab dans son interview. Ce sont des imams algériens assez radicaux. C'est ça qu'il faut garder en mémoire. Un commentaire ? Oui, on connaît mal en fait le vrai fonctionnement de l'islam en France. Vous le découvrez par exemple parce qu'apparemment c'est une pratique habituelle au moment du Ramadan. On sait qu'il y a eu des influences étrangères, de mouvements, le Tablir, les frères musulmans. Non, mais le fait qu'il y ait des imams qui viennent. Oui, on sait que la plupart des imams sont venus de l'extérieur parce qu'ils sont pas nés en France. Donc ils ont été marocains, ils ont été algériens, turcs. Et donc ça c'est une réalité constante de l'islam en France. Mais ce que je veux dire c'est que c'est un univers, un monde qui reste marginal, qu'on connaît mal et qui a une importance pourtant considérable maintenant. Comme tout ce qu'on connaît mal, on l'appréhende mal et négativement. Enfin, pour mettre les pieds dans le plat, je crois que c'est un mystère pour personne de dire que les Français non musulmans ont, dans leur majorité mesurée par les sondages, un problème avec l'islam. On a des enquêtes qui montrent que la moitié des Français pensent qu'on accorde trop droit à l'islam et aux musulmans. Et c'est un vrai problème parce que pour beaucoup de Français, précisément, les mots « islam de France » résonnent comme une sorte d'oxymore. Et qu'ils résistent à l'idée qu'il puisse y avoir un islam de France. Et donc ces signaux-là ne font que conforter l'idée que l'islam serait une religion exogène, d'importation, menaçante, comme vous le disiez. Cela dit, attention, parce que dans notre enquête sur la démocratie, justement à la Fondapol, ce phénomène n'est pas que français. Il faut nommer les choses, comme on dit, et voir les faits. Dans toute l'opinion européenne, il y a une préoccupation majeure qui se monte autour de 60%. Et c'est quand même considérable dans les populations européennes, en moyenne, autour de l'islam, on va dire. Et ça, il va bien falloir le traiter, ce problème, traiter cette question. Sinon, on ouvre la voie à tous les amalgames. Vous voyez ce que je veux dire, justement, en ne voulant pas la traiter, on ouvre la voie aux amalgames. C'est vrai, mais en même temps, il y a des vraies questions qui se posent. Ce qu'on a vu, c'est quand même une religion qui est largement financée de l'extérieur. Par de fait, il y a une poussée quand même très forte des salafistes. Et comme on l'a dit, avec souvent des prêcheurs qui sont étrangers, qui ne parlent pas la langue nationale. Et ça, il faut traiter ces problèmes-là. Donc, il va falloir s'attaquer quand on dit qu'on veut faire l'imam de... On a évidemment raison de faire l'islam de France, mais il faut s'occuper du financement
finalement de l'organisation et de savoir comment est-ce qu'on forme les imams. C'est compliqué quand on est un État laïque. Oui. Ce qui est compliqué quand on est État laïque, mais il faut néanmoins s'y atteler. Je donne la dernière réaction sur ce sujet. Christian qui dit c'est la politique islamiste en capitale qui est dangereuse comme toute politique religieuse. On va passer à notre deuxième sujet, rien à voir, l'intelligence artificielle. Alors, faut-il en avoir peur? C'est la question posée par le Figaro.fr et vous êtes près de 3 internautes sur 5 à avoir répondu que oui, ça vous fait peur. Alors, l'intelligence artificielle, elle est au menu d'un sommet aujourd'hui à Paris et d'un discours qu'est en train de faire Emmanuel Macron. Le président qui a reçu hier soir des sommités sur la question avec un message à faire passer. L'Élysée se préoccupe de rendre ces changements profitable à l'humanité dans son ensemble. C'est dit comme ça, nous voilà donc rassurés. Alors avant de mobiliser tous nos neurones, écoutons ce qu'en dit Jean-Gabriel Ganassia. Il est chercheur en intelligence artificielle et président du comité d'éthique du CNRS. On l'écoute, on écoute Jean-Gabriel Ganassia. Il y a énormément de domaines où les performances des programmes d'intelligence artificielle sont supérieurs à ceux des hommes. La question, c'est de savoir est-ce que les machines sont meilleures que nous tout le temps sur l'ensemble des tâches. Non, les machines sont spécialisées sur une activité particulière où elles peuvent nous dépasser. Et justement, ça veut dire qu'il ne s'agit pas avec la machine d'avoir un alter ego, c'est-à-dire un double de nous-mêmes qui nous renverserait. Au contraire, il s'agit d'être accompagné, de faire faire à la machine ce que nous faisons mal, parce qu'elle le fait mieux, mais pour la servir à nos propres besoins. Donc, asservir à nos propres besoins. Ce sont ces propos, Jean-Gabriel Ganassia, qui était interviewé par notre journaliste Élodie Bougouin et qu'on peut retrouver sur Figaro Live dans un reportage un peu plus long. Alors, ça vous fait peur, l'intelligence artificielle? Je crois que question si vous voulez, basique, mais... On parlait de la peur de l'inconnu. D'abord, c'est une technologie. Donc, comme toute technologie, elle peut devenir un bien ou un mal suivant ce que l'homme en fait. C'est vrai que c'est une technologie qui a 2 caractéristiques. D'abord, cette révolution, elle va beaucoup plus vite que les précédentes, et puis elle touche tous les secteurs d'activité. C'est pas seulement des gens qui produisent ou qui ont des emplois subalternes. On l'a vu dans le rapport Villani, santé, transport. Oui. Voilà, les avocats, les médecins, les journalistes, les professeurs avec les MOOCs. Donc, et c'est vrai qu'elle change quand même le rapport de l'homme avec la machine, puisque jusqu'à présent, la machine n'était que le prolongement de l'homme, et là, la machine peut devenir meilleure que l'homme. Mais ce qui a été dit, c'est qu'elle peut devenir meilleure, pour l'instant, sur des aspects spécialisés. Prenons la chirurgie de l'œil. Il vaut beaucoup mieux aujourd'hui être opéré par une machine que par un chirurgien un peu tremblotant. Voilà. Et donc, c'est un exemple, mais un exemple parlant. Alors, ensuite, les risques et les opportunités. Il y a des vraies chances. D'abord, ça peut permettre de faire redémarrer l'économie des pays développés. Ça peut permettre de régler nos problèmes de productivité. C'est évidemment très bon pour la connaissance, pour la diffusion des connaissances. Et les risques, ils viennent de quoi? De ce qu'on a vu un peu, c'est-à-dire que cette activité avec les géants de la Silicon Valley, c'est une activité qui s'est développée en dehors du droit du travail, en dehors de la fiscalité, en dehors du respect du droit sur les données, qui sont quand même le cœur de tout ça, et puis en dehors de toute forme de régulation ou d'éthique, parce que c'est finalement Google et Facebook qui décident. Ce slogan, en tout cas cet affichage de l'Élysée disant tout ça, ça va se faire, c'est quoi leur terme déjà, dans un esprit de... Voilà, Alors pour que ça peut se faire et c'est ce que j'indiquais, pour que ça se fasse dans l'intérêt de l'humanité, ce qui est parfaitement possible, ça veut dire qu'il va falloir se préoccuper de ce qu'on a dit, de réintégrer ça dans un minimum d'état de droit, dans un minimum de régulation et dans un minimum d'éthique. Vous y croyez à la régulation sur ce sujet, Christophe Devoc? Je pense que Nicolas Bavrez ne me contredira pas, à condition qu'on ne tombe pas dans nos 2 travers français, c'est-à-dire un délire réglementaire et une débauche de financement public, et qu'on parte vers un nouveau plan calcul, comme on sait si bien les faire. Emmanuel Macron vient d'annoncer dans son discours que 1,5 milliard d'euros allait être consacré jusqu'à la fin du quinquennat à cette question de l'intelligence, enfin ce domaine de l'intelligence artificielle. Et voilà, ça, 1,5 milliard d'euros d'argent qui vient... De nos petits travers, vous savez, comme dans beaucoup de domaines, avec la bioéthique, etc., il ne faudrait pas que notre folie réglementaire nous
fasse prendre du retard, et un retard décisif, comme dans... Mais retard qu'on a déjà, apparemment. Alors, justement, donc n'aggravons pas encore les Sylvain. choses. Et je pense que Emmanuel Macron a bien tout à fait compris les enjeux, mais ça ne se décrète pas. C'est pas un décret. Il y a des enjeux stratégiques Sylvain, pour la vous France, connaissez parce qu'il y a un savoir-faire français, comme on dit. Oui. Il y a notamment des chercheurs qui sont à la pointe de l'intelligence artificielle, et il ne faudrait pas qu'ils finissent dans les laboratoires des géants Bien sûr, mais américains. justement, ça demande un environnement fiscal, de formation, dont l'État a la responsabilité, mais je ne pense pas que ça va se décréter par Il y a un arrêté qu'on peut donner qui est en Conseil des très ministres. simple Voilà. sur la responsabilité de l'État. On a effectivement des chercheurs, vous l'avez dit, remarquables du capital humain. En matière de santé, on a les plus importantes banques de données du monde développé. Elles sont complètement stérilisées, bloquées par la CNAM, qui refuse qu'on puisse y accéder. Donc, Pour des raisons parce qu'elle considère que ces données appartiennent à la CNAM, qu'elle est la seule gardienne de leur intégrité, et donc elle refuse de les mettre à la disposition et de la communauté scientifique et des entreprises. Donc nos chercheurs, et comme par ailleurs là il y a une réglementation en matière d'essai qui est aussi beaucoup trop qui ligote les gens, donc aujourd'hui de fait en matière par exemple de santé et de tout ce qui est biotechnologie qui sont fondamentales, c'est vrai que nos meilleurs chercheurs ils sont à Boston. À propos, Emmanuel Rivière, est-ce qu'il n'y a pas une petite divergence entre eux? Je voyais un sondage, alors je ne sais plus, d'un institut américain, je vais vous donner la source exacte dans un instant, qui disait 75% des dirigeants d'entreprise trouvent que c'est une bonne chose, l'intelligence artificielle, mais il n'y a que 46% des salariés qui sont d'accord. Et on a la même je vous cite ma source dans un instant. dans les enquêtes en France. D'ailleurs, c'est assez rigolo, puisque selon la manière dont on va poser la question, on va avoir des avis plutôt positifs. En fait, les gens trouvent que l'intelligence artificielle, c'est excitant, prometteur, et c'est dans cette vision du progrès, et c'est dans l'ambiguïté du progrès, et donc ça fait aussi peur. Sur deux dimensions, en fait. Il y a cette peur, alors plus ou moins construite, peut-être un peu fantasmée, de cette suprématie un jour de la machine sur l'homme, qui est véhiculée par la fiction. Il y a une peur beaucoup plus immédiate, qui est la disparition des emplois liés à l'intelligence artificielle. Ce qui je trouve symptomatique, d'ailleurs, de nos sociétés, la manière dont on évolue. Je pense que quand les premiers tracteurs ont remplacé les charrues qu'on tirait avec des bœufs, on ne faisait pas beaucoup de sondages, mais j'imagine assez que les gens se sont dit, voilà qui va faire disparaître un travail extrêmement pénible. L'historien confirme. Et aujourd'hui, le premier réflexe, quand on dit que l'intelligence artificielle, ça va détruire des emplois. Ça va faire disparaître du travail avant tout répétitif et mécanique. Et mais les gens ne retiennent que ça va faire disparaître mon emploi. Je cite, fausse promise, fausse due, la source des chiffres que je donnais, c'est le Boston Consulting Group. Voilà. Mais l'historien dit aussi que, pour revenir au tracteur par exemple, quand on mesure le temps qu'il a fallu pour la diffusion des innovations, il a fallu 160 ans pour la machine à vapeur, il a fallu 100 ans pour le moteur électrique, il a fallu 50 ans pour l'ordinateur, et il a fallu 10 ans pour le mobile et Internet. Aujourd'hui, on a 4,8 milliards sur les 7,6 milliards d'humains qui ont un mobile, ou voire deux, et qui ont accès à Internet. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une différence dans la vitesse et le fait que, contrairement à ce que pensent les dirigeants, vont être touchés autant que les ouvriers sur cette révolution-là. C'est ça qui est intéressant. En matière de création d'emplois, je voyais par exemple Microsoft qui a annoncé qu'ils allaient mettre le paquet en France et qu'à la clé, il y aurait 3000 emplois. Alors, c'est beaucoup 3000 emplois ou c'est pas beaucoup? C'est beaucoup, ce sont des emplois hautement qualifiés pour développer les programmes, parce que c'est du software, c'est du programme. Donc il faut déjà, c'est vrai que l'intelligence artificielle crée de la valeur et crée des emplois par son simple développement. Après, elle en tue d'autres, parce que toutes les tâches répétitives, il ne s'agit pas uniquement de tâches absurdes, il s'agit aussi de tâches hautement qualifiées, du diagnostic médical, de l'expertise juridique. Enfin, là, ce sont les cols blancs qui vont être touchés. Et ces tâches-là vont disparaître. Alors il y a des querelles d'experts entre la destruction, est-ce qu'elle sera créatrice ou pas, est-ce que le solde sera positif et quels seront les emplois de demain? Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a un grand débat qui s'est ouvert parmi les économistes pour essayer
déterminer l'impact de ces nouvelles technologies. En fait, personne n'en sait rien exactement. Oui. Voilà. Alors, Il y a eu des choses très différentes. Mais si on prend par exemple, l'homme restera... Prenons l'exemple de l'imagerie médicale. L'imagerie médicale, ça c'est vrai que ça va être entièrement robotisé et le robot sera bien meilleur que l'homme parce qu'il aura beaucoup plus de clichés en tête. Mais il faudra bien faire l'interface entre la machine qui ira plus vite que l'homme pour faire... Et puis le patient qui est en face. Oui, continuer à avoir un... sur cette question, vous êtes assez ça traduit assez bien ce qu'on dit autour de cette table. L'intelligence artificielle vous fait-elle peur? Oui, 44%, non 56%. On sent que c'est... De toute façon, elle se fera... De toute façon, elle se fera ou avec nous, ou c'est nous qui ne serons pas avec elle. Alors, nous avons Cravate qui nous dit, Cravate c'est le surnom de notre internaute, l'intelligence artificielle est créée par l'homme, donc c'est comme un enfant, s'il fait n'importe quoi, c'est parce que les parents font n'importe quoi. SGD, tout ce que j'en retiens, c'est que l'on va débloquer 1 milliard, c'est même 1,5 milliard pour ce projet, et je me demande si ce milliard ne serait pas mieux utilisé ailleurs. Laurent nous s'interroge, va-t-on mettre le salaire universel si on remplace l'homme par le robot? Bonne question. C'est une question. Et l'artichaut, la protection de la vie privée doit être renforcée. Big data égale big trouble. Alexandre, c'est juste une machine qui ne fait que répéter les tâches qu'on lui donne, elle ne pense pas par elle-même. Et Gis, dans les campagnes, ça peut servir pour les consultations chez son médecin si éloignement. Alors, sur le fait que la machine ne pense pas par elle-même, ça c'est faux. C'est toute la différence. Le jeu de dames, c'était en 1970, il a été programmé. De même que Kasparov a perdu aux échecs contre une machine qui avait été programmée par l'homme. Pour le jeu de Go, le champion du monde de Go a été battu par Google Go, qui a été créé par mais c'est la machine qui a appris à jouer par elle-même, et c'est en jouant contre elle-même qu'elle est devenue meilleure que le champion du monde. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que... Mais c'est spécialisé, c'est une machine qui ne fait que du jeu de Go. Oui, mais qui est meilleur qui a appris par elle-même et qui est meilleur que l'autre. Est-ce qu'un jour une machine écrira des romans Oui, mais elle ne pourra pas faire des sondages. Oui, mais c'est ça. La question dernier point là-dessus. Oui. Sujet passionnant. Mais voilà, je pourrais réagir en me disant, mon Dieu, quelle catastrophe ou quel bonheur elle fera. Le fait de remplacer des travaux humains par la machine n'amenuisera pas la création de richesse. Je pense même qu'elle va la multiplier. Et c'est intéressant de voir le rapport que nos sociétés ont au travail. Plutôt que de se dire, ah ben là, il y a une opportunité finalement de faire autre chose, de créer, d'avoir plus de loisirs, d'être engagé dans ce qu'on ne peut pas faire quand on a beaucoup de travail, dans des actions humanitaires, etc. Il y a une crainte. Il y a une première réflexe qui est un réflexe de crainte. C'est-à-dire que l'idée du remplacement du travail par la machine suscite le sentiment d'une perte. Et donc, il faut inventer le modèle social qui va avec. C'est ça, en fait, la question. C'est pas tellement de savoir si l'intelligence artificielle va venir ou pas, elle viendra. Mais quel est le modèle sociétal qui va avec ça? Et la question, peut-être que l'intelligence artificielle répondra. On arrête là sur ce sujet parce que je pense qu'il est inépuisable. On va parler des impôts. Ça sera bien le 1er janvier 2019. Pas de moratoire pour le prélèvement à la source. La réforme qui prend déjà l'allure d'un casse-tête pour le contribuable moyen et qui peut devenir aussi un casse-tête pour le gouvernement qui va devoir faire preuve de pédagogie pour expliquer aux Français les changements incessants sur leur feuille de paye. Alors on va écouter à ce propos d'une part Pierre Gattaz, le président du MEDEF, qui lui, c'était dimanche au grand jury, demandait sur RTL, le grand jury RTL, le Figaro, LCI, demandait un moratoire. On l'écoute et puis ensuite on en parle. Nous sommes toujours opposés, je dirais, à le faire brutalement, sans préparation, qui va consister en effet à montrer qu'un salarié qui avait 1 000 euros ou 2 000 euros de brut va se retrouver avec 1 500 ou 1 600 de net affichés, parce que l'impôt aura été prélevé. Et que son voisin, décolteur-régleur, qui touchait aussi 2 000 euros, touchera toujours 2 000 euros parce que son imposition est différente. Donc vous voyez qu'en effet, on va se retrouver avec nos collaborateurs, nos salariés, qui vont dire « mais j'ai pris 10% en moins, j'ai pris 20% en moins, et mon copain à côté, il a eu moins 5% seulement ». Je demande en effet qu'il y ait un moratoire, en tout cas je demande à ce qu'on puisse, si vous voulez, beaucoup mieux préparer ce sujet. Et la réponse du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, ce matin sur France Inter.
beaucoup de gens voient leurs revenus changer d'une année à l'autre. Et nous avons un système archaïque où on paye son impôt un an après, avec des drames parfois sociaux et du surendettement pour payer cet impôt. L'impôt contemporain, le fait que vous soyez prélevé à la source, c'est une grande modernisation sociale. Forcément, la transformation, c'est parfois un peu compliqué à mettre en place. Allez, une dernière question. J'explique aux Français que c'est un avantage social pour eux que l'impôt à la source au mois de janvier prochain. Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans les considérations techniques sur le prélèvement à la source, ça serait un peu compliqué. Mais c'est vrai que ça devient une question politique, non ? Sur le côté, le gouvernement, alors il y a la hausse de la CSG, ensuite il va y avoir la baisse des cotisations salariales, et puis après il va y arriver la feuille avec le prélèvement à la source. Qui va s'y retrouver ? Surtout, c'est une réforme qui est complètement inutile, parce que la retenue à la source, elle a été créée dans les années 40. 1940 aux États-Unis et au Royaume-Uni, et l'idée, elle était... ça marche bien dans des pays, ça existe déjà. Oui, bien sûr, mais elle était de fiabiliser les ressources pour l'État, et puis elle était d'avoir un système qui soit plus prévisible pour les contribuables. Le problème, c'est que, d'abord, pour que ça marche, il faut avoir beaucoup de gens qui payent l'impôt sur le revenu, un impôt sur le revenu qui soit important et qui ne soit pas trop compliqué. Et puis, aujourd'hui, il se trouve que donc, l'efficacité de la perception de l'impôt, elle est réglée en France, puisque 80% des paiements sont dématérialisés. Donc, il n'y a pas de problème pour l'État. D'ailleurs, on le voit, les recettes fiscales, elles explosent dès que la croissance repart, sans doute même trop. Pour les entreprises, en revanche, ça va créer de fait une situation de problèmes. D'abord, elles vont devenir responsables du versement de l'impôt. Et par ailleurs, comme on l'a dit, elles vont avoir des demandes reconventionnelles d'un certain nombre de salariés qui vont voir leurs revenus s'effondrer et qui vont aller demander des augmentations. Et enfin, pour le contribuable, contrairement à ce qui a été dit, ça n'apporte strictement aucun avantage, puisqu'aujourd'hui déjà, si vous avez une variation de revenus, vous pouvez parfaitement le signaler, justement avec les paiements numériques, et vous pouvez réduire votre paiement. Donc c'est une lubie de l'administration fiscale qui n'a strictement aucun intérêt pour le gouvernement et qui représente un gros risque et pour les entreprises et à terme pour les citoyens, parce que ça veut dire qu'on va fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG, et que derrière on va aller vers une CSG progressive, on va exonérer toute une partie de la population de la CSG et on va rendre le système fiscal français encore plus insupportable et encore plus injuste. Christophe Devoogd, sur le côté, l'État se défausse sur les entreprises finalement avec cette réforme ? Oui, quand même, c'est du point de vue technique. Et je ne suis pas certain qu'on économise 50 000 places de fonctionnaires de Bercy pour autant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était l'un des arguments à l'appui de cette réforme. On a mis, l'analyse a été brillamment faite par Nicolas Bavray, mais je crois qu'on a mis tout simplement la charrue avant les bœufs. Il fallait réformer d'abord le système fiscal et ensuite voir comment, éventuellement, techniquement, on faisait. Mais dans les pays où ça marche bien, c'est des pays où tout le monde, quasiment, paye l'impôt sur le revenu. Là, en effet, ce que dit Pierre Gattaz me paraît très très pertinent, c'est-à-dire vous allez voir deux salariés qui, en fonction de leur situation familiale, de leurs autres revenus, vont découvrir qu'ils payent 5 ou que certains ne payent jamais d'impôts, ce que les collègues ne savaient pas, et que la légalité ne sera plus du tout là à la sortie du travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, moi je vois là un grand danger, mais je pense quand même, en effet, que si le Trésor public y tient, c'est qu'il y trouve son intérêt quelque part, et en effet, à terme, la fusion CSG et impôt sur le revenu dans le sens de la progressivité. Est à la clé. Emmanuel Rivière, alors je donne juste, avant que vous vous exprimiez là-dessus, le résultat de notre question posée sur Twitter. Trouvez-vous que le prélèvement à la source est une bonne idée ? Eh bien, vous êtes 59% à répondre oui. Et je sais pourquoi. Alors, heureusement que vous êtes là. Parce qu'en fait, les gens, ils voient un avantage immédiat qui serait celui de la simplicité. C'est d'ailleurs une attente très forte, non seulement à l'égard des administrations, mais des marques dans leur relation client. Faites simple et d'une certaine manière, la phobie administrative, c'est pas l'apanage juste de quelques-uns. Ou disons, c'est un peu comme les araignées. Il y a peut-être quelques-uns qui sont phobiques, mais personne n'aime ça. Remplir ses impôts, faire la démarche, etc. Donc, et donc si les gens adhèrent, peut le faire pour parce qu'ils pensent que ça va être simple. Mais la réalité, c'est qu'en France, le système fiscal, il sert à tout. Il sert à faire de la politique familiale, de la politique du logement, de la politique environnementale et de la politique énergétique. Et donc ça devient tout de suite très compliqué parce que ça veut dire que l'employeur va devoir intégrer un certain nombre de choses et où il y a cette crainte qu'on doive dire des choses à l'employeur. Effectivement, je pense qu'on est dans une phase un peu intermédiaire où les mécanismes que vous avez décrits et qui ne sont pas complètement appréhendés encore par les gens vont poser ces problèmes. Ça peut devenir un vrai problème politique pour le gouvernement. Oui, on a vu la sensibilité des Français à la question du pouvoir d'achat.
Et là, ça va être un choc, parce que même si M. Darmanin est un bon pédagogue et qu'il se rend dans les médias pour expliquer l'avantage de payer ses impôts tout de suite plutôt que d'avoir à attendre un an quand on a des variations de revenus, je pense que le choc, ça va être juste de constater la baisse, tout simplement, du revenu disponible, net, comme on dit. Il y avait cette illusion du net, c'est-à-dire qu'on avait une somme et puis les impôts, c'était plus tard. Là, maintenant... Et pas nécessairement pour soi. Voilà. La moitié des Français n'en payent pas de millions. Voilà, donc je parle de ceux qui en payent. Après, voilà. Effectivement, Pierre Gattaz a pointé quelque chose qui peut être une vraie perturbation dans les entreprises. Encore que les gens n'échangent pas tellement sur la... Voilà, je pense que là, Pierre Gattaz se trompe un peu ou fait semblant de se tromper, mais il y a quand même une distorsion qui peut intervenir. Et puis, il y a une autre crainte qu'ont les salariés, c'est que justement leur employeur sache quelle est leur situation fiscale. Et que donc, quand ils vont aller réclamer une augmentation, on va leur dire non mais attends, tu payes pas d'impôts, ton conjoint gagne autant. Et ça c'est la vraie crainte. Isométrique réagit. C'est un contrôle isométrique, c'est aussi un surnom d'un de nos internautes, c'est un contrôle supplémentaire de l'État. On ne va pas s'attarder sur cette question, je pense que d'ici le 1er janvier prochain, on aura tous l'occasion d'en reparler. On va parler un peu d'héritage, toujours un peu d'argent. L'affaire Hallyday qui se poursuit devant les tribunaux avec une audience demain à Nanterre. Cela promet encore de longs mois, voire de longues années de démêlés judiciaires. En attendant, cet héritage médiatique a ouvert un débat. Devrait-on avoir le droit de déshériter ses enfants ? Pour le moment, c'est interdit en France. On va voir, avant d'ouvrir notre débat, ce qu'en disait sur ce plateau, à point de vue, Lucille Schmitt, qui est une femme politique engagée dans l'écologie, souvent invitée de Point de Vue. Écoutez-la. Je pense que la responsabilité parentale implique, à mon avis, de laisser une part d'héritage à ses enfants. Je suis donc plus française qu'américaine, rassurez-vous, Guillaume. Ah mais non, mais je suis pas... mais au fond, je trouve aussi que considérer que c'est un dû de la part des enfants est quelque chose qui en revanche, me choque. Christophe Dehoc. Déjà, un avis tranché sur la question. Oui, non, le droit français, vous le connaissez. Vous savez que je suis un affreux libéral, donc les libéraux sur cette question sont divisés. Oui. Vous avez des libéraux qui considèrent qu'en effet c'est une rente, donc pas d'héritage, et d'autres qui disent non, c'est la propriété, donc héritage. Alors vous penchez de quel côté ? Moi je pense que, justement, je trouve que tout dépend évidemment des situations. Je suis assez d'accord avec Lucille Schmitt. Je pense qu'une formule où en effet une partie, parce que c'est du travail accumulé, les enfants sont un prolongement de soi, comme la propriété est un prolongement de soi, pour parler exactement comme John Locke qui disait ça. Donc il doit y avoir héritage. Il peut aussi y avoir plus de latitude sur la quotité disponible, vous savez, c'est-à-dire la partie dont on peut utiliser. Ne revient pas aux enfants. Oui. Mais je rappelle aussi que dans l'affaire que vous mentionnez, sur laquelle vous réfléchissez beaucoup en ce moment, sur l'affaire Hallyday, moi je me pose la question. Attention. Ironie dans votre... non, mais quand on dit déshériter ses enfants, il y a aussi la question qui se pose très souvent dans ce cas-là, c'est la question de déshériter certains de ses enfants au détriment ou au profit d'autres. Et dans les familles recomposées qui sont de plus en plus nombreuses, c'est une question d'expérience, je peux vous le dire, qui est très importante. C'est la question de savoir, peut-on déshériter certains enfants par rapport à d'autres ? Il faut toujours y penser. Vous êtes sur une ligne libérale là-dessus, Nicolas Bavray ? Mais comme on l'a dit, c'est tout à fait juste. En fait, il y a deux systèmes. Aux États-Unis, donc vous pouvez léguer à qui vous voulez. Je vais faire un petit peu d'autopromotion. J'avais une enquête qu'on publie demain sur le sujet. Voilà. Mais ce qui est important de préciser, c'est que vous êtes imposé à partir de 5,6 millions de dollars. Et à partir de là, ça n'est pas en fonction du bénéficiaire, c'est sur les biens. Donc vous payez de 18 à 40%, mais que vous soyez amis, que vous fondation, association, fils ou fille ou nièce. Donc qui que vous soyez, vous payez en fonction de la valeur de marché du bien à la date de décès. Quel que soit le degré ou non de parenté. Ouais. Il faut rappeler que le premier héritier, c'est quand même l'État, là encore, qui prend déjà entre 40 et 60%, là, en fonction de votre degré de parenté avec la personne qui est décédée. Et donc, d'un côté, on a un système individualiste, de l'autre côté, on a un système qui fait de la famille un des socles de la société. Alors, la famille avec le problème qu'elle se recompose en ce moment. Et en fait, je serais assez d'accord avec Lucille Schmitt, je pense que c'est bien d'avoir un équilibre. Donc, on pourrait, en France, effectivement, augmenter la quotité disponible
donc la partie qui peut être librement utilisée, qui est aujourd'hui entre 50 et 25%, on pourrait l'augmenter. Mais je pense que cette idée de maintenir une forme d'unité de la famille dans des sociétés dont on a vu qu'elles sont extrêmement fracturées, pour moi, c'est un choix qui est assez sensé. Si vous regardez, un des problèmes des États-Unis aujourd'hui, c'est quand même le fait que la société américaine est en train de se désintégrer sous l'effet des clivages raciaux, des drogues, voilà. Et donc, le fait de consolider un peu la famille, franchement, dans une société où le court terme est toujours... La famille reste quand même un des horizons de long terme qui mérite d'être, je crois, soutenu. Il nous reste très peu de temps. Emmanuel Rivière, Sylvain Courage pour conclure. Déjà, c'est un sujet essentiel. Qui passionne les Français. Oui, et qui n'était pas un sujet individuel, c'est un sujet de société. Parce que là, c'est moi qui parle sous le contrôle de l'historien. Avant que le code de Napoléon ne mette de l'ordre dans tout ça, les différents modèles de transmission patrimoniale étaient soit le droit d'aînesse, soit le partage entre les héritiers, déterminaient complètement les modèles de propriété, les constructions d'ailleurs de propriété foncière, les trajectoires de carrière, les stratégies matrimoniales, selon qu'il fallait organiser ou pas, ou que les puinés devaient aller se trouver un destin dans une autre carrière, dans une autre région, etc. Et je crois que c'est très important pour ça, dans une société dont il faut bien prendre conscience qu'on va avoir de plus en plus de situations, on en a déjà beaucoup, où les parents vont être entretenus par les enfants parce qu'ils seront en situation de dépendance parfois pendant plusieurs années. Donc maintenir ce lien me paraît assez important par rapport au clivage générationnel que vous évoquez. Ouais, c'est un argument de ceux qui disent, après tout, ne pas être sûr qu'on va hériter de ses parents, ça pourrait inciter à s'en occuper un petit peu plus dans leurs vieux jours. C'est un argument... Oui, absolument. On peut aussi soutenir que les enfants attendent de plus en plus longtemps avant de toucher l'héritage de leurs parents. Non, je pense qu'il y a une dimension affective qu'on a évoquée, et donc c'est pas une simple question d'économie. Il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup de traditions, beaucoup d'histoires qui se jouent dans cette question de l'héritage. Et donc on voit mal comment la France pourrait rompre avec ses traditions, avec toute cette histoire et cette culture de la transmission. Et je pense qu'il y a une différence radicale avec le modèle américain qui me paraît difficile à... il y avait un juriste qui résumait bien en disant dans le monde anglo-saxon, la famille, ce sont une addition de personnes, alors que pour l'esprit français, c'est à la fois du patrimoine et des personnes. Des biens. Nous sommes une société de paysans sur le plan millénaire. Et ça joue énormément dans cette affaire. Et le fait aussi d'être là pour transmettre, c'est bien parce qu'on ne transmet pas seulement des biens, on transmet aussi une culture, on transmet beaucoup de choses. Eh bien, un beau mot de la fin, Nicolas Bavray. Et un dernier pour quelques-uns de nos internautes. D'abord, les réponses à notre question Twitter. Pensez-vous qu'il faut pouvoir déshériter ses enfants ? Eh bien, vous êtes non à 63% à dire non, il ne le faut pas. Donc, ça rejoint ce qui vient de se dire. Et peut-être le dernier mot, un petit peu sur un mode humoristique de Bob, un conseil, ne vous mariez jamais. Merci à tous. Rendez-vous demain pour un nouveau point de vue qui sera présenté par Guillaume Roquette.